Il était une fois, il y a très longtemps de cela, dans la Grèce antique, un roi, le roi d'Argos, qui s'appelait Acrisios. Et Acrisios venait d'avoir un petit bébé. Et comme il avait envie de savoir quelle serait sa vie, il se rendit chez la magicienne, il consulta l'oracle pour savoir comment sa vie allait se dérouler à ce petit bébé. Et c'est ainsi que l'oracle lui dit quelque chose de très étrange. Oh, ton bébé sera une très jolie petite fille, une très jolie jeune fille, une très jolie princesse, mais si jamais cette princesse a un enfant, et cet enfant sera un garçon, eh bien, ce garçon risquerait de te tuer. Alors, il vaut mieux que ta fille ne se marie pas et qu'elle n'ait jamais de bébé. Très troublé, Acrisios était rentré dans son palais et avait regardé sa fille, Danaé, toute jeune et toute belle. Et il soupira. Décidément, l'oracle avait toujours des conclusions bien étonnantes. Mais il préféra suivre les conseils et il enferma Danaé dans une tour très haute avec des grilles qui fermaient les fenêtres, une porte avec un loquet bien dense, bien serré dans le bois, bien vissé, et il la laissa grandir seule dans cette tour, avec juste une servante qui puisse l'habiller, la nourrir. Or, depuis le mont Olympe, le roi des dieux, le plus puissant de tous les dieux, Zeus, pencha son regard sur Danaé et tomba éperdument amoureux d'elle. Alors, pour arriver à la rejoindre, il se transforma en une pluie d'or, de paillettes d'or, fines et légères. Tant et si bien que 9 mois plus tard, Danaé mit au monde un petit bébé. C'était un petit garçon. Elle l'appela Persée. Quand Acrisios entendit les pleurs du nouveau-né, il entra dans une colère terrible et fut saisi d'effroi. La prophétie, l'oracle, il allait être menacé par ce petit bébé.
Alors il s'élança, rejoignit la tour, enferma Danaé et son fils dans un grand coffre en bois avec, là aussi, un verrou bien fermé, bien serré, bien vissé. Clic, clac, et l'on jeta le coffre à la mer. Ballotté, chahuté par les flots, par les vagues, le ressac, le remous, le coffre erra sur l'océan pendant plusieurs jours. Un matin, ce coffre atterrit sur une plage, sur une île, l'île de Sériphos, et c'est Dictys qui récupère le coffre, un vieux pêcheur du village. Il est bien surpris d'y découvrir une ravissante jeune fille et un bébé à l'intérieur. Il les recueille, il les nourrit, les abreuve, il les élève comme si c'étaient les siens. Les jours passent. Et maintenant, le bébé est un grand jeune homme plein de courage et plein d'audace. Il s'appelle Persée, comme vous le savez. Et il voit bien que Danaé est seule et semble s'ennuyer un peu. Il y a aussi bien des princes de l'île qui souhaiteraient l'épouser, notamment l'un d'entre eux, Polydecte. Et Polydecte, qui a très envie d'épouser Danaé, est jaloux de Persée et de l'amour qu'il voue à sa mère. Alors il convoque Persée un jour dans la salle du trône. « Ah ah, Persée, je vois que tu es jeune, que tu es fougueux, plein d'ardeur et de courage. Eh bien, vois-tu, il y a un monstre qui terrorise notre pays. Et ce monstre, si tu pouvais m'en débarrasser, comme je serais heureux, je t'en serais éternellement reconnaissant. » En fait, Polydecte souhaitait éloigner Persée pendant que lui épouserait Danaé. Ça, vous l'avez bien compris. Et que dois-je faire pour te plaire, Polydecte ? Eh bien, tu iras trouver Méduse. Méduse, s'exclama Persée. Mais tu es fou! Personne ne peut s'approcher de Méduse sans être pétrifié, transformé en pierre, en caillou, en rocher. Eh oui, Méduse, elle a un regard qui vous change en pierre, tellement il est fascinant, tellement il est terrifiant. Et puis, ses cheveux ne sont pas n'importe quels cheveux, ce sont de longs serpents qui sifflent sur sa tête. Persée est désespéré. Il est obligé d'obéir à Polydecte parce qu'il lui est soumis. Alors en marchant, l'œil triste, pensif, inquiet, il se demande s'il va revenir vivant de cette terrible aventure. Et le soir, au bord du chemin, sous un pin parasol, il finit par s'endormir. Et pendant la nuit, il fait un rêve, pas n'importe quel rêve. Il rêve d'Athéna et d'Hermès. Et tous deux lui disent d'une voix rassurante: « Ne t'inquiète pas, Persée, nous allons te donner 3 objets magiques qui te permettront de tuer Méduse. » Et le lendemain matin, lorsque Persée ouvre les yeux, quelle n'est pas sa surprise, sa stupeur, son étonnement, lorsqu'il voit en effet 3 objets magiques posés tout près de lui. Il y a les sandales ailées de Hermès. Il y a aussi le sac confié par Hermès, un sac à franges d'or. Il y a un casque qui rend invisible et qui a été confié par Athéna. Alors, Persée comprend que ces objets vont lui permettre d'accomplir l'exploit qu'exige Polydecte.
Il s'avance sur le sentier de plus en plus rocailleux, de plus en plus accidenté. Et déjà, on devine dans le lointain, dans la falaise, une grotte, une ouverture béante, et plus on s'approche de cette grotte, plus les grognements sourds et les sifflements de reptiles se font perceptibles et saisissent notre oreille. Oui, Persée se trouve devant la grotte. Il a son glaive dans sa main, il enfile le casque qui le rend invisible, il a des sandales ailées aux pieds afin de pouvoir volter dans la grotte sans croiser le regard de Méduse, et puis il a son bouclier qui est censé renvoyer le regard de Méduse, qui fait ce bouclier usage de miroir. Le combat s'engage. Persée vole, recule, virevolte. Et Méduse, elle, tourne la tête à droite, à gauche, en haut, vers le bas. Et les serpents qui sont sur sa tête sifflent et semblent lui indiquer où se trouve Persée. Et tout d'un coup, Persée parvient à trancher la tête de Méduse. J'ai réussi. Et maintenant que j'ai réussi, même la tête, une fois tranchée, doit être mise dans ce sac afin que personne ne croise le regard de cet horrible monstre. Alors il glisse la tête de Méduse dans le sac à franges d'or et le voilà qui repart sur le chemin. Il descend des montagnes, il traverse les plaines plantées d'oliviers, il finit par arriver jusqu'à la mer et il rejoint son navire. Il prend les rames, hisse la voile pour s'éloigner au plus vite de la côte. Et c'est à ce moment-là qu'il entend, quelque temps plus tard, un hurlement terrible, un souffle, un grondement qu'il n'aurait jamais imaginé auparavant. Oui, là, droit devant lui, il y a une île, enfin quelques rochers qui affleurent au-dessus des vagues. Et ces quelques rochers ne sont pas sans intérêt parce que, attachée, enchaînée à ce rocher, il y a une ravissante jeune fille, terrifiée, éplorée. Mais c'est Andromède. Elle est bien jolie, Andromède. Alors Persée s'élance, il a mis ses sandales ailées, il a emmené le sac à franges en bandoulière sur son épaule, son glaive, son casque, et le voilà qui vole, qui virevolte au secours d'Andromède. Andromède est très étonnée par l'arrivée de Persée. Elle lui fait signe, elle lui dit « Approche, et le dragon est juste là, tout près de moi, il s'apprête à me dévorer ce monstre. » Persée s'approche, en effet la bête est hideuse. Ni une ni deux, Persée est soudain traversée par une idée
lumineuse et extraordinaire. La tête de Méduse va l'aider à libérer Andromède. Il sort la tête du sac à franges et montre la tête de Méduse au monstre. Et aussitôt, le monstre est transformé en pierre. Il ne bouge plus. Il ne bougera jamais plus. Persée libère Andromède, qui, toute reconnaissante, se jette dans ses bras. « Emmène-moi, emmène-moi, loin, loin d'ici !» Et Persée emmène Andromède, et les voilà qui, quelque temps plus tard, accostent sur l'île où il a toujours vécu, Persée, et il espère bien revoir Danaé et Polydecte. Tous deux s'élancent sur le chemin qui les conduit au palais. Et là, quel n'est pas leur étonnement! Comment se fait-il que Danaé est absente, qu'elle ne soit pas dans ses appartements en train de filer la laine? Où est-elle? Et là, Persée comprend que Polydecte lui a tendu un piège. Certes, il cherchait à se débarrasser de lui, mais il a peut-être même profité de Danaé avant le retour de Persée. Il l'a peut-être même déjà épousée. Persée s'élance dans les couloirs, suivi par Andromède. Il arrive dans la salle du trône et il s'arrête net sur le seuil. Polydecte est là, entouré de ses guerriers, et Danaé, sa mère, se tient un peu en retrait, un peu à l'écart, les yeux baissés, toute tremblante. Elle a peur d'avoir perdu son fils, d'avoir perdu Persée à jamais. Persée s'élance, il prend sa mère par les épaules, l'enlace tendrement et lui dit « Je suis là, maman. N'aie pas peur. » Et se tournant vers Polydecte, Persée s'exclame « Ha ha, tu as voulu que je m'approche de Méduse, tu avais envie que je sois pétrifiée. Eh bien, regarde ce que j'ai rapporté de mon voyage. » Et il exhibe la tête de Méduse, il la montre bien haut. Et Polydecte ne peut s'empêcher de fixer le regard de Méduse et Polydecte est à son tour transformé en rocher. Danaé est libre. Elle est libre de se remarier si elle le souhaite. Elle est surtout libre d'enlacer son fils, Persée, qu'elle a bien cru perdre, et de faire connaissance avec Andromède. Zeus, touché par le courage des deux jeunes gens, décide que Persée et Andromède ne mourront pas, ils seront éternels. Comment cela, me direz-vous? Eh bien, ils seront éternels parce que, bien longtemps plus tard, Zeus va emporter Persée et Andromède et les faire scintiller dans le ciel sous forme de constellation, si bien que les deux amoureux seront toujours liés par l'éclat des étoiles. Et Méduse, me direz-vous, la tête de Méduse, eh bien, on la grave, on la dessine pour se protéger du mauvais sort. Les anciens s'en servent pour éloigner les sorciers, les orages. C'est pour ça que, bien souvent, quand on est très surpris, très étonné, on dit « je suis médusé », c'est-à-dire transformé en pierre par le regard de Méduse, le fameux regard du monstre tué par Persée. L'amour fait parfois bien des miracles. Il nous permet de nous dépasser et de découvrir que nous sommes courageux quand on sait protéger ceux que l'on aime, ses parents, ses frères, ses sœurs, ses amis. C'est peut-être ça le plus beau cadeau de la vie, d'aimer et de protéger